Allez, on y va. Alors, bonjour à tous et bienvenue à tous chez GS1 France. Aujourd'hui, ce sera que du présentiel, si j'ai bien compris. Donc, c'est super de vous avoir tous parmi nous. Alors, en tant que président exécutif de GS1 France, je vais juste prendre la parole quelques minutes. Ça ne va pas être très, très long. Mais je remercie l'équipe qui m'a donné la parole pour vous recevoir aujourd'hui chez nous pour ce troisième workshop DPP. C'est pas rien, c'est le troisième déjà. Alors DPP, évidemment, tout le monde sait que c'est les Digital Product Passport ou passeport numérique des produits en français, qui a été organisé avec passion par nos équipes ici de GS1. Alors, je vais d'ailleurs leur laisser la parole très rapidement. Comme je disais, il y a trois messages importants que je voulais soulever, moi, en introduction. Alors, le premier, c'est que pour ceux qui ne connaîtraient pas encore GS1, mais j'imagine que vous n'êtes pas nombreux, levez la main ceux qui ne connaissent pas encore GS1. Alors, je vais juste le rappeler, alors, puisque tout le monde connaît GS1. Que c'est un système évidemment qui est très robuste et on pense qu'il est évidemment plus que suffisamment robuste pour pour répondre pardon, aux besoins du passeport numérique des produits. C'est un système universel d'identification, donc en ça, il nous aidera à bien répondre à tous les nouveaux défis, qui a été conçu par les entreprises pour les entreprises. C'est un système collaboratif et inclusif, c'est pour ça qu'on est aussi là tous aujourd'hui, pour travailler de façon collaborative pour trouver les solutions. Et puis, n'oublions pas qu'il y a derrière ce système robuste une gouvernance et un processus de standardisation qui a fait ses preuves. Ce sont des process qui sont ouverts, qui sont transparents et qui sont aussi au service de l'intérêt commun. Ne l'oublions pas parce que ça nous tient à cœur et c'est ce qui fait la force et la robustesse du système GS1. Le deuxième message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que chez GS1 France, nous sommes plus que jamais engagés à accompagner nos adhérents actuels et futurs vers plus de circularité dans l'économie, dans leur démarche durable, dans leur démarche circulaire, et notamment pour répondre à la réglementation européenne qui arrive à grands pas et dont je suis sûr que vous êtes déjà très familier. Cette démarche, pour nous, elle est essentielle dans un monde qui va avoir de plus en plus besoin de circularité. On en parle tous les jours dans nos équipes, avec notre conseil de surveillance. C'est vraiment un point qui est très important pour nous et qui nous tient à cœur, donc le point de vous accompagner. La réglementation sur l'éco-conception, elle représente un défi énorme, on le sait tous. Nous, on le voit aussi comme une opportunité pour évidemment une consommation plus responsable, une opportunité pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est important qu'on travaille tous ensemble de façon collaborative pour créer ces boucles vertueuses et circulaires dans une époque où l'environnement et les crises politiques, économiques, etc., vont faire que notamment les matières soient de plus en plus rares. Et puis le troisième et dernier message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est rappeler le rôle crucial qu'ont nos offreurs de solutions, qu'on appelle aussi partenaires stratégiques, au sein de notre écosystème GS1 et notamment sur ce sujet du DPP. 6 d'entre eux vont intervenir aujourd'hui et j'aimerais les citer tous. Sorgat, Tilcal, 360 Smart Connect, Goods ID, Fairly Made et Advanced Track and Trace. Merci à vous d'être là aujourd'hui et merci de participer dans nos écosystèmes à trouver les solutions pour répondre aux besoins de la réglementation. Nous avons conçu ce workshop, l'équipe l'a conçu en 2 temps. Un premier temps où justement les offreurs de solutions vont présenter des solutions qui pourraient répondre, je dis, aux potentielles exigences du DPP, parce qu'on ne connaît pas encore tout. Et puis dans une deuxième partie de l'après-midi plutôt, mais tu me partageras, j'imagine, l'agenda très rapidement, ce sera un temps de collaboration, de co-construction, pour s'assurer que la feuille de route sur laquelle nous allons travailler sous forme de communauté réponde au mieux à vos besoins. Alors, comme toujours, il me reste à remercier un certain nombre de personnes. J'aimerais d'abord remercier les équipes parce que c'est toujours un travail incroyable de mettre en place ces workshops. Donc, merci aux équipes qui ont travaillé, qui l'ont développé. Je remercie aussi les GS1 partenaires, je l'ai déjà dit, mais merci à vous d'être là et d'avoir aussi, j'imagine, travaillé sur votre copie pour cette journée. Et puis, merci à vous tous d'être là pour votre engagement. C'est ensemble et à travers cette communauté qu'on va réussir à trouver les réponses à ces défis qui sont très, très complexes, j'en suis conscient. Et puis, c'est ensemble, encore une fois, au sein de cette communauté que nous allons, pour apporter plus
de circularité dans notre économie. Donc, merci à tous et puis très bon workshop. Merci beaucoup, Didier. Merci. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Diana De Bernardi, j'accompagne, je fais partie de la maison de GS1 depuis 11 ans, bientôt 12. Ça ne me rajeunit pas, mais bon. En tout cas, ça fait 1 an et demi que j'ai pris la responsabilité, avec un grand plaisir, de traiter les sujets de circularité et de développement durable, réparabilité, seconde main, etc., dans cet écosystème qui est GS1. Et je suis ravie d'être là, à animer et à vous écouter lors de ce 3e workshop. Donc, rapidement, donc, les objectifs de ce workshop aujourd'hui, c'est alimenter nos réflexions sur le DPP en courant une sélection de solutions DPP Light. On est bien conscient qu'il y a encore un chemin à parcourir. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce matin, avec les offreurs de solutions qui ont bien voulu prendre la parole aujourd'hui, c'est un premier draft déjà opérationnel pour certains et qui va bien sûr avancer dans la durée. Après, on va continuer à s'informer et sur l'avancement des travaux, des standardisations et sur les DPP en cours et à venir. Et on va s'immobiliser pour construire une feuille de route de la communauté d'intérêt DPP de GS1 France. Donc ça, vous serez appelé à contribution le reste de la journée pour co-construire ensemble ce que vous voulez qu'on fasse pour le prochain mois à venir et comment est-ce qu'on peut tirer le mieux de ces groupes de collaboration. Juste avant de passer la parole aux offreurs de solutions, moi, je tenais à bien vous rappeler, qu'on garde bien en tête, que dans le cadre de ce règlement sur l'éco-conception pour des produits plus durables, la Commission nous rappelle qu'il existe une différence fondamentale, une distinction fondamentale entre la donnée, ce que nous voyons comme le DPP data à droite, et le système, qui est ce qu'on appelle le DPP, système à gauche, en bleu. Donc le DPP data, c'est tout ce que l'utilisateur va voir quand le système sera en place et il va le voir lors d'un scan et lors de la lecture de ce DPP. Le DPP système, donc le système DPP, est tout ce que l'utilisateur ne verra jamais. Et il s'agit essentiellement de tout ce qui se passe en arrière-plan, en background, et afin de rendre le DPP opérationnel. Et aujourd'hui, on est quelques années en amont à une mise en application. Donc, c'est sur ça qu'il faut qu'on commence à travailler. Et c'est le domaine dont on va avoir les standardisations. Donc, c'est vraiment l'anticipation. Et ces travaux de standardisation porteront sur l'ensemble de standards et des protocoles relatifs à l'IT et qui vont être nécessaires à ces bons fonctionnements du DPP. Donc, c'est ce parenthèse d'introduction pour bien garder en tête quel est le périmètre du DPP que nous abordons aujourd'hui. La partie acte délégué qui est spécifique à chaque catégorie de produits, ça ne fait pas partie des réflexions actuelles. On attendra les actes délégués. Bien sûr, on les prendra bien en compte, on se projettera, mais ce n'est pas du tout l'objet d'une standardisation animée par la commission et par tous les organes qui découlent. Je passe maintenant la parole. Ah oui, pardon. Donc, comme on a dit déjà brièvement, pardon, comme on a déjà dit brièvement, l'agenda aujourd'hui, on commence par l'actualité des travaux de standardisation sur le DPP, et standardisation plus large que les standardisations conçues par GS1. Et on aura les pitchs des offreurs de solutions. Ensuite, on va passer au premier atelier collaboratif. Donc, on va vous dispatcher dans
2 salles et en 2 groupes ici dans le lab pour traiter des sujets qui sont encore des difficultés, des défis. Et après, on va se dispatcher on va faire une petite restitution, on va passer dans un deuxième atelier où on va co-construire et se projeter pour quelles sont les actions et les livrables qu'on va co-construire ensemble pour les 3 années à venir. Donc, et on va finir par un mot sur cette communauté, sur ce que nous attend par la suite. Et on finira par les prochaines étapes et la conclusion. Je passe la parole. Ah non, c'est vrai. Décidément. Donc, comme il est d'usage, et c'est très important pour nous de commencer et de bien garder en l'esprit le respect des règles de la concurrence. Et je vous invite à le lire, je vais le lire en même temps. Ça fait partie de nos MOST. Et donc, les participants en réunion GS1 doivent garder présent à l'esprit que l'objectif de celle-ci est de permettre d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises pour fournir plus de valeur aux consommateurs et aux utilisateurs finaux. Dans la mesure où les actions de GS1 impliquent la collaboration d'entreprises qui, par ailleurs, peuvent être en compétition entre elles, une grande attention doit être portée au respect des règles de la concurrence, à savoir la participation est volontaire. Et donc, l'absence de participation aux activités de GS1 ne peut être utilisée pour pénaliser quelque entreprise que ce soit. Il ne peut y avoir aucune discussion sur le prix, boycott, refus de vente ou partage des marchés. Et si un participant pense que les discussions, que la réunion dérive vers des discussions non autorisées, les sujets doivent être suspendus jusqu'à l'obtention d'un avis juridique. Les réunions doivent être conduites selon un ordre du jour communiqué à l'avance et donner lieu à un compte rendu préparé rapidement après la séance. Les comités, groupes de travail de GS1 n'émettent que des recommandations. Chaque entreprise reste libre de décider de leur mise en œuvre. Tous les standards développés par GS1 sont volontaires. Et voilà, maintenant, je peux te passer la parole. Indiana, c'est bon? Oui, c'est ça. Parfait. Bon, bonjour à tous, moi c'est Nicolas Pau, je travaille à la direction des opérations de GS1. On va dire que je suis plutôt le pendant technique en fait du DPP. Et voilà, je suis en charge du sujet également depuis un petit peu plus de 2 ans. Alors quelques mots, c'est aussi l'opportunité de vous faire un petit état d'avancement sur la standardisation sur le DPP qui a démarré au sein de GS1 au mois de mai dernier. Et ensuite, donc, je passerai la parole aux offreurs de solutions. On fera le premier atelier. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'on va manger, j'en sais rien. Par contre, je sais à peu près à vers quelle heure. À 12h30. Ensuite, on reprendra à 14h et on fera le deuxième atelier. Donc, ce qui devrait nous amener à 15h, 15h30. Okay. Alors, sur la standardisation, donc, il y a eu un petit peu de chemin parcouru, effectivement, puisqu'on est, on est au 3e atelier. Le premier ayant eu lieu en mois de février de cette année. Alors, le point de départ de tout ça, c'est évidemment la publication du projet de règlement ESPR sur l'éco-conception en mars 2022. Donc, il est à noter que assez rapidement après la publication de ce règlement, nos homologues européens se sont réunis avec la Commission européenne pour explorer, on va dire, un peu les contours de ce règlement. Donc, c'est le GS1 Europe Product Passport Day. Donc, il y a eu une réaction assez rapide de GS1. Et puis également, on a eu l'opportunité de se greffer au projet CIRPAS qui vous avait été présenté lors du premier atelier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas CIRPAS, c'est un projet de recherche financé par la Commission européenne qui est piloté par le CEA, auquel donc, GS1 Europe participe. La finalité de CIRPAS, c'est de produire des prototypes qui seront normalement livrés en mars de l'année prochaine. Alors ensuite, on a effectivement, nous en France, là je redescends au niveau local, donc organisé ce premier atelier au mois de février avec la participation du Commissariat général au développement durable et la DGE.
On les en remercie encore, puisque donc, ils nous ont permis en fait, hein, aussi d'explorer ce règlement et de leur poser tout un tas de questions sur voilà, les exigences réglementaires à venir. On a fait le même exercice à destination des offreurs de solutions le 25 mai. Là, je suis à mi-parcours. À l'occasion d'un webinar. Et puis, également au mois de mai, le GSMP, donc c'est l'usine à standard internationale de GS1, s'est lancé pour développer les premiers standards relatifs au DPP. Donc ça, j'y viens juste après. Le deuxième atelier qui a eu lieu au mois de juin dernier était plus un retour d'expérience des industriels sur ce sujet. On a eu l'occasion d'avoir des témoignages de Michelin, d'Alstom et de Peugeot, de Renault et Exide et d'autres. Et puis, donc aujourd'hui, voilà, 12 octobre, on est à notre troisième échéance sur le DPP. Les objectifs ont été rappelés. Le fil conducteur de tout ça, c'est la collaboration. On est là pour effectivement accélérer et faire en sorte que les acteurs puissent se parler, toutes les parties prenantes. Alors, vous connaissez peut-être GS1, vous connaissez peut-être pas le nom de cette salle. Ça s'appelle le Collaborative Center. Donc, effectivement, le fil rouge de tout ça, c'est la collaboration. Et alors, pour vous donner un peu de perspective, donc 3 échéances importantes au niveau européen. Normalement, en décembre de cette année, le CEN et CENELEC, qui sont les 2 instances de standardisation reconnues par la Commission européenne, vont lancer des travaux de normalisation du DPP. Je vais développer juste après ce sujet-là. En janvier de l'année prochaine, on souhaiterait lancer une communauté d'intérêt. Donc ça, c'est Diana qui vous expliquera ce que c'est une communauté d'intérêt et qu'est-ce que ça va changer par rapport à aujourd'hui. Et puis, je le rappelais également, donc CIRPAS, normalement, devrait aboutir en mars avec la livraison de 3 prototypes, un sur le textile, un sur la construction, un sur le textile, un sur les batteries et un sur les produits électroniques. Voilà, est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà? Ça va, c'est clair? Alors, quelques mots sur le GSMP. Donc, GSMP, c'est je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, mais c'est Parfait. Voilà. Donc ça ce sont donc des discussions au niveau international qui visent à développer des standards ou à les mettre à jour, dans un cadre GS1. Alors déjà à noter que donc, ça a été lancé en mai, il y a près de 300 participants au niveau international et une très bonne représentation d'entreprises de la communauté française, puisqu'on a près de 10% d'entreprises issues de la communauté. Vous avez ici quelques logos des entreprises participantes. Alors, à ce stade, si vous ne participez pas à ces travaux, ce n'est pas très grave encore, puisque à ce stade, il ne s'est pas passé grand-chose, dans le sens où la première étape de tous travaux de standardisation, c'est de collecter les besoins. Donc, c'est de rédiger en quelque sorte une expression de besoin qu'on appelle un BRAD, Business Requirements Analysis Document. Ils en sont à mi-chemin sur l'élaboration de ce BRAD. Et aussi, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, les discussions sont uniquement portées sur l'identification et le marquage des produits. Le marquage, c'est-à-dire quelle technologie, quel support d'identification serait adapté au DPP. Donc, est-ce que c'est du QR code? Est-ce que c'est du code barre traditionnel à une dimension? Est-ce que c'est de l'RFID, du NFC, etc. Donc, c'est un peu de collecter tous ces besoins. Et l'objectif, donc, c'est de publier ce qu'on appelle un standard d'application pour le DPP à échéance de mars 2024. Alors, malheureusement, il y a eu. Alors, c'est des réunions bimensuelles. On a raté la dernière réunion qui a eu lieu hier, puisqu'on était en séminaire. Mais apparemment, les discussions étaient très intéressantes sur la sérialisation et sur l'activation des numéros de série pour instancier l'identification des objets. Alors, si vous avez des questions, d'ailleurs, on a des personnes dans la salle de ces entreprises, donc n'hésitez pas à la pause aussi d'interagir et discuter avec ces personnes. Voilà, ça c'est sur le volet standardisation GS1. Et puis, donc, je le disais également, donc, au niveau du CEN-CENELEC, donc CEN, c'est le comité européen de normalisation. Et le CENELEC, c'est le comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique.
Donc ça, ce sont les deux. Alors, il y a plus l'ETSI sur la partie télécom. Hein, donc, il y a 3 instances de normalisation reconnues par la Commission européenne. Suite à un mandat de la Commission européenne auprès du CEN et Sénélec pour normaliser le DPP, le CEN-Sénélec va donc ouvrir des travaux de normalisation. Alors, je ne vais pas détailler le périmètre, mais vous avez ici en fait ce qui a été mis, on va dire, dans le panier. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le Unique Identifier et justement le Data Carrier, hein, donc le support d'identification. Mais il y a tout un tas d'autres domaines, notamment sur la sécurisation, sur l'archivage des données, qui seront également normalisés. Ça devrait démarrer en décembre pour une fin des travaux en décembre 2025. Alors, GS1 va évidemment contribuer à ces travaux et je vous invite également à le faire. Alors, on ne peut pas participer en direct à ces travaux. Il faut passer par l'instance nationale qui est l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, qui nous donnera tous les détails nécessaires, hein, toutes les modalités pratiques lorsque les travaux seront lancés. Donc, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Oui, et je tiens à souligner effectivement qu'il y a donc M. Sagan de ATT et M. Tonnelier de Mobilid également, ouais, du CERIM. Voilà, j'en ai fini pour faire ce bref état d'avancement. Je laisse la parole donc aux OFOR de solutions qui ont été invités à présenter leurs solutions. Alors, comme l'a rappelé Diana, évidemment, hein, le règlement éco-conception n'étant pas publié, okay, n'étant pas été voté, que les contours du DPP donc, restent assez flous. Donc, évidemment, aucune solution ne peut se prévaloir d'offrir une solution pour être conforme au DPP. Je tiens à le rappeler parce que c'est important. Néanmoins, donc, vous allez retrouver dans les présentations que ces solutions font du DPP, mais c'est un peu une vue de l'esprit. Aujourd'hui, c'est plus un concept qu'une réalité réglementaire. D'accord ? Voilà. Je passe la parole à Monsieur Philippe Huguin de Sorga Technologies. Vous connaissez le concept de pitch, donc je lance mon petit chronomètre et oui, si tu veux te mettre là. Est-ce que c'est peut-être ici? Plutôt là? Non. À droite. Pas de lancer le chronomètre. Je peux meubler en attendant. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Philippe Guguen, j'ai 53 ans. Et là, un chronomètre. Alors, comment tu as fait pour passer Non, mais sinon, je l'ai passé à la main. Avec la petite flèche à droite. Pardon, on recommence. 1, 2, 3, go! Donc, Philippe Guguen, je suis le fondateur de Sorga Technologies. J'ai eu la chance de commencer ma carrière en travaillant sur le produit chez L'Oréal et LVMH, et puis ensuite de découvrir la tech. Et je vais vous présenter ce matin en fait ce qu'on a développé, donc des passeports numériques qui soient inviolables pour des marques particulièrement engagées et qui utilisent les standards GS1. Donc, ça recouvre à la fois des problématiques de consommation responsable, mais aussi de traçabilité, de circularité, et le tout, vous allez voir, avec un réel souci de limiter énormément l'impact environnemental de ces passeports numériques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sorga en fait, est issu d'un groupe de travail qui est à la French Tech Aix-Marseille, qui travaille à partir des travaux du laboratoire de cryptographie d'Aix-en-Provence du CNRS, de KIX et donc de MapEmulsion, qui sont donc chacun des experts à la fois du retail pour MapEmulsion, de la blockchain et d'innovation et de brevets exclusifs du CNRS pour la partie KIX. Et cette complémentarité, en fait, s'illustre à travers Sorga. Intéressant de noter que MapEmulsion fait partie des 500 premières entreprises à mission en France. Donc, c'est vraiment une logique, un point extrêmement important pour nous d'avoir à l'esprit tout ce qui va concerner cette démarche de responsabilité. Et puis, c'est une avant-première, on a mis en place une alliance qu'on appelait l'Alliance Impact pour regrouper des solutions françaises complémentaires pour engager les retail dans la transparence et la traçabilité.
Et donc, vous allez découvrir tout à l'heure Fairlymed qui va vous parler de sa solution, qui fait partie donc, aussi de cette alliance, de manière à apporter plus de lisibilité pour les marques, de savoir qui fait quoi, comment ça s'organise. Donc, la solution qu'on a proposée pour la consommation responsable, on a la chance qu'elle ait été validée, reconnue au niveau européen et au niveau des Nations Unies dans son impact pour accélérer la consommation responsable. Au niveau des industries, et notamment toute l'industrie de la beauté, on a eu la chance d'être primé à de nombreux salons, de nombreux prix. Le mois dernier, au Mondial de la coiffure et de la beauté à nouveau. Et puis au niveau technologique, que ce soit au CES de Las Vegas, à Austin ou avec JS One Lab Startup Competition aux États-Unis, on a eu la chance d'être la première société française à être finaliste de ce grand concours qui existe depuis 6 ans. Donc ça, c'est pour je dirais, la validation de ce qu'on fait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On est parti donc du fait que cette logique de consommation responsable a un point faible qui est l'information consommateur. Et donc aujourd'hui, 90% des consommateurs estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations pour choisir le bon produit par rapport à celui qui est à côté. Et quand on écoute les retailers, notamment Steven Sadov, il dit la même chose. Il dit en fait, aujourd'hui, vos consommateurs, ils ne vous achètent plus pour votre dernière campagne de pub, ils vous achètent pour vos engagements. À vous de prouver que vous en avez et que vous pouvez effectivement leur apporter cette preuve inviolable. Donc concrètement, comment ça fonctionne? On va utiliser le code barre ou le digital link si la marque est déjà avancée avec la production de QR code digital link. Notre rôle aussi est d'accompagner nos clients, nos marques, pour faire ce passage du code barre 1D au marqueur 2D, au QR code digital link de GS1, pour découvrir l'impact environnemental, sociétal, social, la durabilité, la circularité, à travers donc un passeport qui est unique par produit si on est en mode sérialisé, ou qui va être générique sur la référence JETIN du produit. Donc on va redonner confiance aux marques qui le méritent en donnant une information qui est ancrée dans une blockchain publique, que ce soit pour des parfums, de la maroquinerie, des textiles. Et l'intérêt de la solution, c'est que vraiment, on va traiter à la fois l'information en partant du code barre existant, de manière à ce que tous les produits en stock puissent eux aussi apporter les engagements de la marque, et puis le QR code Digital Link, si on est sur un passeport unique par produit. Donc concrètement, l'innovation que Porter garde, ça va être à la fois cryptographique et environnementale au niveau de la blockchain qu'on utilise. On découvre une information en fait, qui est assez claire, visuelle, qui est multilingue, interactive. C'est une information qu'on découvre avant d'acheter, donc ce qui permet aussi de vérifier l'authenticité du produit et son impact, par exemple, sans donner aucune information. Je n'ai rien à télécharger. C'est une information qui est donc inviolable, ineffaçable, gérée entièrement par le fabricant. Les preuves y sont vérifiables, signées de leurs auteurs, et donc juridiquement opposables. Ça engage la marque dans l'information qu'elle apporte au consommateur. Et surtout, c'est une information qui ne brûle pas la planète pour dire qu'elle essaie de la sauver. L'idée, c'est qu'en scope 3, Sorga est complètement nul pour l'ensemble des marques qui vont l'utiliser et que lorsqu'on va avoir des centaines de millions, voire des milliards de produits qui vont avoir des passeports, il est hors de question qu'on aille effectivement à l'encontre des valeurs que veut porter le fabricant, que veut porter la marque. Ça est très utile en amont pour collecter l'ensemble des informations qui ont servi à la conception du produit. Sur le point de vente, c'est extrêmement utile pour vérifier l'authenticité du produit, pour avoir de l'information consommateur, pour rassurer, pour donner de la confiance. On peut bien évidemment, après l'achat, engager ce consommateur avec tous les outils CRM marketing que vous connaissez. Et puis, dans la circularité, ce même passeport va pouvoir être utilisé sur la seconde main, le recyclage, l'upcycling, la réutilisation. Donc, avec un DPP, on a de multiples usages et les données restent la propriété de l'émetteur du passeport. Tout un ensemble de services qui correspondent à ce que le consommateur attend aujourd'hui d'un code barre, d'un QR code. Quand il voit un QR code, il veut des bénéfices, il veut de l'expérience, des choses engagées. Donc là, on va lui apporter l'histoire du produit, les preuves d'engagement de la marque. Et pour terminer, pour effectivement vous convaincre que Sorga est la solution responsable pour un avenir qui fait sens, c'est qu'on a choisi ce nom Sorga parce qu'en fait, en Provence, Sorga, ça veut dire la source. Si vous avez la chance de venir lire sur la Sorgue et toutes ces villes en Sorgue, c'est que vous avez des sources autour de vous. Et je trouve que Sorga en italien, ça veut dire qui révèle, et Sorga en indonésien, c'est le paradis. Donc la source qui révèle le paradis, pour nous, ce sont ces petits QR codes Digital Link qui vont donner de l'information
fiable et vérifiable aux consommateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors maintenant, merci Philippe, tu as tenu parfaitement le timing. Tu avais 15 secondes de plus, mais c'est parfait. Alors maintenant, on passe à une session de questions-réponses. Donc, je relance le chronomètre pour maximum 7 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Philippe? On se dépêche parce que le chronomètre tourne. Alors finalement, l'usage principal, c'est pouvoir donner à l'usager la possibilité de comparer, on est d'accord? Donc on compare des choses qu'on comprend. Comment vous assurez que... Enfin, est-ce qu'il y a un référentiel derrière les informations qui permet aux consommateurs de comparer des choses comparables? Alors, ça, c'est la liberté des marques qui émettent les passeports et de choisir ces référentiels. On a des clients, par exemple, qui mettent leur note Yuka. Dès en ouvrant le passeport, là, ce produit, il attend. Ça m'évite d'ouvrir, de télécharger l'application, de l'ouvrir, machin, etc. Donc, l'empreinte carbone, par exemple, ça va être aussi une méthode de calcul spécifique sur une industrie plus qu'une autre. On a énormément de référentiels différents. Notre rôle n'est pas de juger ni des méthodes, ni de ces contenus. C'est eux qui choisissent. Bon, c'est la réponse que j'imaginais. Ça veut bien dire que le problème est bien là, hein. Pour la construction dans laquelle je bosse, c'est primordial. J'imagine que pour d'autres industries, c'est pareil. Vous n'avez pas de langage commun pour pouvoir comparer, vous comparez rien du tout. Alors, sauf si vous êtes tous sur le même référentiel, ce qui n'est pas le cas puisque vous venez de le dire. Exactement. Donc en fait, notre rôle n'est pas de créer ce référentiel. J'ai pas dit que c'était c'est de le communiquer. Faute, hein, tout va bien. Mais je veux mettre le doigt là où ça fait très mal. Et c'est ce que ne comprend pas la Commission européenne sur le sujet. Autour du DPP. Oui, j'avais une autre question, Diana. Merci pour la présentation. J'ai cru comprendre que c'était l'émetteur qui était propriétaire des données. Oui. Sur toute la durée de cycle de vie du produit, comment ça se passe sur la partie réparation, seconde vie, tout ça? Il a la vision de tous les événements qui vont être ajoutés par les acteurs de la circularité au fil de la réparation. Il a la vision, mais il n'est pas le seul contributeur, du coup. Non, c'est à lui de donner, droit ou pas, à ses partenaires de réparer, de remplacer, de revendre. Bonjour, moi je travaille pour le réseau EasyCash, donc on est un réseau d'achat-vente de produits d'occasion depuis 2001, donc ces problèmes-là on les connaît bien. Ça veut dire que moi, EasyCash, quand je répare une batterie, quand je change une pièce, j'aurai la possibilité d'interagir dans cette blockchain, j'imagine, ou en tout cas solution cryptée permettant de changer des informations, pour dire que moi-même j'ai changé une batterie sur ce produit-là et non pas la référence générale, puisque la DGCCRF nous oblige à être au numéro de série et non pas au produit. Donc, on est d'accord que j'aurai la possibilité d'inscrire dans ce registre les opérations qui auront été faites. Tout à fait. A priori, avec l'accord du fabricant qui vous a reconnu comme réparateur agréé. Alors ça c'est une vraie question. Pourquoi le fabricant aurait le droit de m'autoriser ou non à écrire dans le registre? Ça, ce sera au libre choix du fabricant. Mais on peut supposer que pour les fabricants, c'est aussi une façon de connaître et d'informer, de maintenir aussi son réseau de distributeurs et de réparateurs. Mais enfin, encore une fois, nous, on n'impose rien. S'il veut que ce soit avec son autorisation ou libre, ce sera à lui de décider. C'est-à-dire que quand les gens vont prendre votre solution dans une optique d'économie circulaire pour répondre à Sorgal Paradis, vous n'allez pas leur imposer le fait qu'il faut qu'ils autorisent n'importe qui à agir sur le produit finalement. C'est l'émetteur du passeport, c'est le fabricant qui dira « Moi, je veux vérifier que tout ce qui touche à mes produits soit identifié chez moi comme autorisé à le faire. » Alors, il faut garder en tête que dans le règlement SPR, on parle de metteur en marché qui a la responsabilité. Ça peut être le fabricant direct ou l'importateur. Me permettre, c'est évidemment, enfin, c'est effectivement aussi un deuxième point très critique, hein, c'est que c'est la capacité à identifier tous les acteurs de la chaîne. Donc moi, en tant que metteur au marché, enfin, je ne sais pas forcément qui sera le réparateur du produit. Okay, si je fabrique des machines à laver, je ne sais pas qui que cette machine à laver sera plus tard réparée par EasyCash. Ça, c'est un vrai sujet aussi, pour lequel aujourd'hui, on n'a pas franchement de réponse. Non, en fait,
Chez Sorga, il y a sorga.app qui est le résolveur consumer facing, sorga.services qui est le back-office des marques qui puissent gérer leur contenu, leurs relations avec leurs consommateurs, etc. Et sorga.pro, c'est justement tout cet environnement entre partenaires, entre professionnels qui permettent d'interagir sur des passeports. Encore une autre question? Bon, merci à vous. beaucoup. Hop. Maintenant, on passe la parole à Tilcal, Mathieu, Hug. Vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour à tous, Mathieu. L'indispensable chronomètre. Donc, bonjour à tous, Mathieu Hugues, donc, je suis le fondateur et président de Tilcal. Notre métier chez Tilcal, c'est de permettre aux industriels d'avoir une traçabilité bout en bout sur leur chaîne d'approvisionnement. Quand je dis bout en bout, c'est-à-dire à la fois de la matière première client, mais aussi sur l'ensemble des axes de ce qui compose la traçabilité, c'est-à-dire les questions logistiques, manufacturing, mais aussi les questions d'impact environnemental ou sociétal. Pour comprendre d'où on vient, c'est important juste de faire un zoom sur ce qu'est la situation aujourd'hui des chaînes d'approvisionnement globales et qui est une situation qui est commune à absolument tous les secteurs. La situation, elle est assez simple, elle se résume par un mot unique, qui est la question de l'opacité, qui est assez totale et qui pose un certain nombre de problèmes. Un problème réputationnel, quand il se passe des choses chez un fournisseur auquel on ne s'attend pas. On peut penser à H&M et le Rana Plaza, par exemple. Mais de plus en plus, un problème réglementaire. Parce qu'il y a une évolution réglementaire à travers, on le voit en Europe avec l'UDR, la CSRD, la CSDDD, avec les réglementations sur le travail forcé aux États-Unis. Une évolution réglementaire qui se fait dans le monde entier et qui impose en gros deux axes essentiels. Le premier, c'est un devoir de vigilance étendu à toute la chaîne. Ça n'est plus parce qu'on ne sait pas qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe sur sa chaîne de fournisseurs. Et deuxièmement, il y a une forme d'inversion de la charge de la preuve qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire un certain nombre de réglementations qui disent a priori, sur des sujets sensibles, a priori en tant qu'importateur ou en tant que metteur sur le marché, vous n'êtes pas conforme, sauf à venir démontrer le contraire aux autorités. Donc c'est un changement de paradigme complet qui est en train de s'opérer. Ce changement de paradigme, on a des clients qui appellent ça une nouvelle forme de license to operate, c'est-à-dire le droit d'opérer sur des marchés. C'est ça qui est en train de se définir aujourd'hui avec les questions de traçabilité et in fine de DPP. Donc, on apporte une plateforme qui vient répondre à ça à travers, en permettant justement donc la capture d'informations sur l'ensemble du spectre de la chaîne de valeur. Donc, on capte cette information à travers un réseau blockchain qui est déployé par nos clients, qui permet de donner une valeur de preuve, une valeur de responsabilité à toute l'information qui est captée. Ensuite, on va agréger cette information sur notre plateforme pour reconstituer le fonctionnement de la chaîne de valeur, mais aussi l'analyser, la scorer, identifier les anomalies, donc permettre d'aller agir. Et in fine, on va permettre à nos clients d'extraire une partie de ces données pour créer un DPP en mode B2B, en mode B2C, pardon, comme on vient de le voir, mais aussi en mode B2B. Je vais revenir là-dessus à travers quelques exemples. Donc rapidement, nos clients ils sont sur différents secteurs, globalement plutôt des grosses entreprises et avec des chaînes de valeur qui évidemment suivent leur métier, donc sont aujourd'hui un peu dans le monde entier. Si on fait un petit zoom sur la partie DPP, donc nous c'est le composant qu'on appelle Spotlight, qui se base entièrement sur le Digital Link. En gros, ce passeport produit, il va permettre à une marque de venir mettre en valeur à la fois des informations dynamiques. Qu'est-ce qui se passe sur mon produit à un niveau sérialisé ou à un niveau batch, mais aussi des informations plus, statiques, d'informations générales sur le produit. Exemple sur un angle B2C, donc par exemple, on a déployé ça pour IKKS, pour répondre notamment aux obligations liées à la loi AGEC et puis les obligations qui arrivent sur le UDR. Ce qui est intéressant, c'est de se donner quelques métriques. IKKS, donc, ils ont déployé au mois de janvier. Depuis, il y a en moyenne à peu près 100 000 scans par mois de clients IKKS en magasin. C'est dire à quel point il y a, alors c'est pas vrai sur tous les produits, il faut être tout à fait clair là-dessus, mais c'est dire à quel point il y a une demande latente des consommateurs d'information et de compréhension de l'origine des produits et de leur impact.
Donc, on a des déploiements un peu similaires avec Aigle, avec Provamel, donc une groupe du marque Danone, avec Énergie Fruit dans les cosmétiques et quelques autres. Donc ça, c'est une partie B2C. Mais le DPP, l'information de traçabilité, elle sert aussi dans des problématiques B2B. D'abord sous un axe réglementaire, avec le groupe d'AR, donc dans son métier de fournisseur Tier 1 pour Airbus, pour fournir de l'information aux douanes françaises qui permettent à DAER d'assurer un régime de suspension de droit qui s'appelle le perfectionnement actif sur l'ensemble de ces importations de matières premières dans l'Union européenne. On fournit aussi le même genre d'outils, enfin un DPP B2B, un grand acteur des minerais, pour en fait, qui lui permet de venir démontrer à ses propres clients, donc des grands aciéristes, des fabricants de batteries, etc., l'origine de tous ces produits à base d'alliage de manganèse. Donc là, on est vraiment dans les problématiques à la fois de déforestation et dans les problématiques liées au travail forcé, enfin, qui sont des problématiques qu'on retrouve sur l'ensemble des chaînes dans beaucoup de secteurs. À travers ces exemples, vous voyez qu'on travaille dans des secteurs qui sont assez différents. Il y a une raison de fond et une logique de fond, une conviction profonde sur le fait que les chaînes de valeur, les supply chains, elles ne sont pas vraiment sectorielles. Les produits finis sont sectoriels. Les chaînes de valeur, c'est assez rare. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Si vous voulez tracer une bouteille de parfum, c'est vachement bien de tracer l'huile de palme, le patchouli. Déjà, l'huile de palme, ça appartient pas spécifiquement au secteur cosmétique. Il y en a aussi pas mal dans l'agroalimentaire. Mais surtout, si vous oubliez de tracer le verre, en fait, vous avez fait que la moitié du boulot. Et le verre, c'est assez rarement associé à l'industrie cosmétique. Et donc, il y a une vraie logique, dès qu'on s'intéresse à la traçabilité d'un produit et à son impact, à venir appréhender les supply chains de manière globale et de manière complètement cross-secteur. Sinon, en fait, on n'est juste pas capable de faire le travail de traçabilité, le travail de fourniture d'informations jusqu'au bout. Et je finis, il me reste moins de 40 secondes. En 2 mots, donc, si je résume ce qu'on fait, notre approche, donc on fournit une plateforme de traçabilité bout en bout, comme je disais, sur les aspects logistiques, manufacturing et sur les aspects impact, qui sont profondément liés. Et c'est d'ailleurs le croisement de ces informations qui permet d'aller analyser et détecter des éventuelles anomalies sur les chaînes de valeur. On permet de transformer ces données en indicateurs extra-financiers ou en amorce d'indicateurs extra-financiers, aussi bien qu'en amorce de DPP, puisqu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de normalisation des DPP aujourd'hui, mais en amorce de ça. Et de manière plus structurelle, ce qu'on permet, c'est by design une auditabilité complète des données qui, là, pour le coup, répond au cœur de ce que sont les évolutions réglementaires aujourd'hui. Merci. J'espère que vous avez des questions. Merci. Alors, sans plus attendre, est-ce qu'on a des questions pour Mathieu? Moi, j'ai une question. Donc, comment faites-vous pour vérifier que les informations collectées tout au long du cycle de vie en amont, avant la mise à disposition de l'utilisateur, soient validées, conformes? Est-ce qu'il y a une application spécifique chez Tilcal? Oui, alors ça, c'est la grande question. Alors, surtout quand on parle de technologie blockchain, la grande question, c'est oui, on ne peut pas modifier les données, alors il faut être sûr qu'elles soient vraies. Je pense que c'est une erreur complète de raisonnement. Le point de départ, c'est que il n'est pas vraiment possible de s'assurer que la totalité des informations qu'on capte sont correctes. Je le prendrais même dans l'autre sens. Et si on était capable de s'assurer que toutes les informations qu'on capte sur une chaîne de valeur étaient correctes, il n'y aurait aucun problème de traçabilité, il n'y aurait pas de problème de déforestation, il n'y aurait pas de problème de travail forcé, il n'y aurait rien de tout ça, il n'y aurait pas de contrefaçon, il n'y aurait rien de tout ça. Donc si ça existe, c'est bien qu'on n'est pas capable de s'assurer de la fiabilité des informations. Notre approche, c'est de dire, le premier point, c'est de responsabiliser les acteurs sur l'information qu'ils fournissent. Ensuite, on va récupérer toutes ces informations, on va reconstituer une vue de la chaîne de valeur globalement, et de 2 choses l'une, soit toutes les informations sont cohérentes, donc on va les analyser, toutes les informations, soit toutes les informations sont cohérentes, et en gros, l'analyse, elle va dire, tout est cohérent, et donc il est assez probable que tout le monde ait fourni des informations qui soient correctes,
soit il y a des acteurs qui ont fait des erreurs, qui ont joué, qui ont... voilà. Bah, à ce moment-là, ça va générer des outliers, ça va générer des anomalies qu'on va détecter. Exemple complètement débile, vous avez un chargeur qui envoie 54 cartons, à l'arrivée, il y en a 65. En fait, de deux choses l'une, soit il y a quelqu'un qui ne sait pas compter, soit il y a 11 cartons qui n'ont rien à faire là. Le sujet n'est pas d'empêcher qu'il y ait ces 11 cartons, ce n'est pas possible. La question, c'est au moment où on sait qu'il y a une erreur sur 11 cartons, il faut envoyer quelqu'un maintenant, pas dans 3 mois, maintenant. C'est ça notre approche et ce qu'on permet. C'est une sorte d'alerte pour prévention, mais ça ne garantit rien. Exactement. Est-ce qu'il y aura d'autres questions dans la salle? Est-ce que tu as une question, Nicolas? Oui, vous avez, dans l'introduction de votre présentation, vous avez expliqué que vous étiez une solution qui faisait du suivi de bout en bout, c'est-à-dire en gros depuis la matière première jusqu'au produit recyclé. Oui. J'ai pas eu l'impression dans vos exemples de voir une chaîne complète. Est-ce que vous avez un exemple de chaîne complète où votre système fonctionne depuis la matière première jusqu'au recyclage? Jusqu'au recyclage? Oui. Non. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vraiment fassent une traçabilité. Ça. On a des morceaux dans les deux. On a des morceaux des deux côtés. Donc, je prends deux exemples. Par exemple, avec Valrhona, on trace depuis les récoltes de cacao jusqu'à l'usine de transformation du cacao en chocolat, donc la chaîne amont. On a un bout de retour, mais plus sous forme de paiement. Sous Valrhona paye des premiums dont on trace la distribution. Et après ça, on travaille sur une chaîne de retour différente avec Veolia, par exemple, sur la traçabilité du recyclage des PET, donc des plastiques alimentaires. Mais des gens qui font vraiment l'aller-retour, il commence à y avoir des demandes aujourd'hui, mais enfin, il y a peu d'acteurs qui sont, à ma connaissance, qui soient vraiment mûrs sur cet aller-retour, et d'autant plus que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que l'angle de vue n'est pas complètement le même suivant là où vous êtes dans la chaîne. Quand vous êtes typiquement sur de recyclage de plastique, le gros, là, en l'occurrence en Indonésie, le gros de la question, c'est une question sociale. C'est-à-dire qui bosse, quoi. Concrètement, qui va chercher le plastique dans les décharges? C'est ça le gros de la question de la traçabilité. Quand vous êtes, je ne sais pas, sur, je prends IKKS par exemple, ce n'est pas tout à fait le sujet. Là, on est sur un sujet de fabrication, de flux, enfin, on n'est pas complètement sur les mêmes problématiques. Frédéric Gérardin du comité de filière. Frédéric Gérardin du comité de filière Modélux. J'avais une question. Une fois que le produit est consommé, donc le chocolat, qu'est-ce qu'on fait de la donnée? Qu'est-ce qu'on fait de La donnée. De la donnée? Il ne peut plus on l'a mangé le chocolat. La donnée, elle reste disponible pour l'industriel. En fait, alors typiquement sur les tablettes de chocolat, on va avoir du mal à savoir qu'il a été consommé. On peut éventuellement savoir qu'il a été acheté au moment où c'est scanné. On peut éventuellement savoir qu'il a été vérifié s'il y a un rappel, je sais pas, au hasard sur des Kinder et que les gens sont inquiets pour leur gamin. Donc ça, on peut avoir d'informations. Le fait qu'il a été consommé sur du chocolat, c'est compliqué. Mais la donnée, elle reste disponible pour nos clients. En général, encore une fois, il faut être humble parce que tout le monde manque un peu de recul avec ça. Ce n'est pas des sujets qui ont beaucoup d'existence. Mais globalement, la donnée, elle va servir à affiner les analyses d'après. C'est-à-dire en fonction du cycle qu'on a vu, des données qu'on a vues de manière statistique sur un ensemble de tablettes de chocolat, on va pouvoir venir regarder si sur l'ensemble des lots qui suivent, on a le même genre de pattern ou s'il y a des déviances. Et ces déviances, elles permettent d'aller agir en cas de détecter des problèmes. Pas des marchés gris, des choses comme ça. Donc c'est plutôt l'angle. Une dernière? Je finis juste. L'autre manière de le voir, alors ça, par exemple, qui existe sur le lait pour enfants, on travaille aussi pour Danone sur la traçabilité des laits pour enfants en Chine, là où il y a des gros problèmes de risque de contrefaçon, de réutilisation de boîtes, etc. Donc là, typiquement, la donnée, elle permet d'aller identifier au hasard des boîtes qu'on sait avoir vendues il y a 4 mois et qu'on revoit 4 mois après à un autre endroit. C'est marrant, il y a peut-être eu un remplissage, peut-être eu des trucs comme ça.
Dernière question. Oui, merci beaucoup pour la remarque sur le chocolat, parce que ça démontre quand même toute la complexité du sujet qu'on veut appliquer à l'industrie de manière générale. Ayons quand même en tête, je ne voudrais pas qu'il y ait confusion, DPP, ce n'est pas une norme. DPP est un support de règlement. Et ces règlements vont s'appliquer spécifiquement dans des filières. C'est pour ça que DPP va avoir du mal à créer quelque chose d'universel. Néanmoins, et c'est là où ça nous intéresse plus, c'est que derrière, il y a la notion d'usage qui, elle, va être normalisée, harmonisée, donc rendue obligatoire. Et ça, alors, je ne connais pas le niveau de compréhension de l'assistance sur le sujet, mais c'est essentiel pour pouvoir comprendre la complexité qu'il y a derrière sur le sujet et le pourquoi les dates qui sont avancées à fin 2025 sur le sujet sont quand même un petit peu compliquées. Ambitieuse, on peut le dire compliquée si on est un peu plus pessimiste. Le challenge est bien grande. Est-ce que tu veux réagir rapidement par rapport au commentaire de Rémi? Non, je suis assez d'accord avec ça. Alors, je ne sais pas si usage est exactement le bon terme, mais effectivement, en fait, ce qui tire tout ça, fondamentalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le devoir de due diligence bout en bout, où là, il y a plus photo. Je pense qu'il ne va plus y avoir photo. Et c'est cette question de preuve, c'est-à-dire qu'on voit typiquement tiré dans la CSRD. En gros, ce que dit la CSRD, je résume un peu brutalement, mais en gros, elle dit les reporting ESG, c'est sympa, mais c'est tout faux. Donc maintenant, il va falloir mettre un peu de sérieux. Ouais. Et ça, c'est assez fondamental dans la dynamique qui est en train de s'établir. Et le DPP n'est qu'un avatar de ça. Là, on est assez d'accord. On continue la discussion en pause café. Alors, merci beaucoup. Roland? Il n'y a pas de clicker. Non, il n'y a pas de clicker, c'est les flèches de mon ordinateur. T'es prêt? Allez. 1, 2, go. Eh bien, bonjour. Je suis Roland Mellet de 360 Smart Connect, le fondateur de cette société qui s'intéresse à toutes les questions de traçabilité dans la construction. Et Rémi, je te prie d'être gentil avec moi, s'il te plaît. Donc, sur l'écran, la scène. Il y a une chose, avant de dérouler ma présentation, il y avait juste une chose qui me semble très importante qui a été dite tout à l'heure par Diana et je n'avais jamais réalisé. Et en fait, je suis assez content d'être venu ici juste pour ça. C'est le fait que là, aujourd'hui, on parle de système, de DPP système, on ne parle pas des data. Les data, effectivement, personne ne sait ce qu'il va falloir faire, personne ne sait à quoi elles doivent correspondre. On sait juste qu'à un moment donné, il va falloir être capable d'exposer de l'information à quelqu'un qu'on ne connaît pas à l'avance et, si possible, récupérer de l'information de sa part. Ça a été démontré par mes collègues co-intervenants juste avant. Donc ça, c'est très important. Donc, effectivement, on peut discuter tant qu'on veut de à quoi on réfère, quelles sont les données, quel est le dictionnaire et quel est l'univers dans lequel on se trouve. C'est exact. Mais avant ça, quand on voit la difficulté des entreprises à se mettre à niveau sur leur technologie d'identification, leur technologie d'étiquetage, de repérage des produits dans des industries qui ne sont pas forcément en lien avec la grande distribution, parce qu'à partir du moment où vous êtes en lien avec la grande distribution, forcément, vous êtes raccord avec ça. Il faut que vos produits soient étiquetés de façon très standardisée. Mais il y a tout plein d'autres industries comme celle dans laquelle j'œuvre, qui est le monde de la construction, où on n'en est pas encore là. Donc, je pense que avant tout, c'est très important de savoir que vous allez devoir réfléchir sur comment vous allez identifier vos produits et comment les marquer, les étiqueter. Ce n'est pas pour rien, au final, que vous voyez sur l'écran, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'identification, on fait du marquage, on fait de la documentation, du suivi de processus. C'est aussi quelque chose qui est très important parce que jusqu'à présent, les industriels, souvent, c'était un peu comme les militaires disent « fire and forget ». C'est je mets sur le marché et puis après, advienne que pourra. C'est plus mon business. Or non, maintenant, il y a une responsabilité quand même qui vous incombe. Et quelque part, c'est une responsabilité. Et nous, ce qu'on vous engage à faire, c'est transformer cette responsabilité en richesse, en nouvelle valeur. Et donc, comment... ça, c'est la description de l'écosystème dans lequel j'évolue. C'est assez symptomatique. C'est un écosystème qui est à chaque fois différent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez des schémas comme ça avec beaucoup d'acteurs qui travaillent momentanément ensemble sur des protocoles qui décident comme ça, plus ou moins sur la base de standards, mais avec lesquels ils s'accommodent beaucoup, et qui, le cycle d'après, ne se connaissent plus. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de les faire communiquer ensemble, être capable de leur amener toujours la bonne information au bon moment et récupérer surtout de l'information à rebours
du schéma du suivi documentaire. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et comme cas d'usage, alors, Laurent, une petite blague, mais tout à l'heure, quand on a parlé de chocolat, il y a eu des choses que j'ai entendues. Là, je vais vous parler d'assainissement non collectif, c'est-à-dire de traitement des eaux usées. Bon, je ne vais pas plus loin. C'est une entreprise française, Ricutech, qui évolue dans le milieu de l'assainissement non collectif. Son besoin, en fait, c'est de créer une relation avec son client final en passant par par-dessus toute la chaîne, la chaîne de distribution. Et ça pour un but réglementaire qui est que les producteurs d'assainissement non collectif vendent sous agrément ministériel et le ministère de l'écologie leur demande en ce moment d'améliorer les performances de leur équipement. Or, ces équipements ne sont performants que s'ils sont entretenus par les propriétaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a mis en place un marquage par QR code augmenté GS1 qui intègre un digital link. Là, on est vraiment dans le process, dans le data system, DPP system, où l'idée, c'est de venir relier en fait l'industriel avec son utilisateur final par-dessus cette chaîne de distribution ici qui va de l'usine vers l'utilisateur final en passant par des installateurs sur le terrain et avec la boîte noire qui est la distribution spécialisée. Donc en fait, ce qu'on a réussi à faire, et ça c'est ce qui se fait au quotidien, c'est vraiment l'utilisation de tous les jours, puisque ça fait maintenant 1 an que c'est déployé cette solution. On a réussi à recréer ce lien entre l'industriel et son utilisateur, son client final, a priori qu'il ne connaissait pas. Comment? Eh bien en fait, déjà en regardant au départ à l'usine, en documentant proprement le produit, en l'étiquetant, en lui rajoutant toute la documentation de façon digitale, ce qui fait que ça fait économiser beaucoup d'argent même sur la production de la documentation. Et puis, en identifiant le point d'origine. Puisque là, il y a 2 secondes, 2 minutes. Ah, voilà. en identifiant le produit de l'usine d'origine, puisque là, en l'occurrence, il y a une usine dans le nord-est de la France, dans le nord de l'Alsace, et une autre en Espagne, qui peuvent produire le même produit. Donc, on a déjà un point de départ qui est localisé. Et puis après, l'enjeu, en fait, on l'a un peu évoqué, c'est comment en fait on collecte de l'information de la part d'un utilisateur le long de la chaîne. Eh bien, pour ça, nous, dans notre milieu, il n'y a aucune obligation qui est possible, sauf des obligations réglementaires qui sont des obligations administratives. Et ce qu'on a proposé, le trick qu'on a trouvé, c'est de proposer à l'utilisateur intermédiaire de lui offrir un service qui va lui simplifier sa vie dans son activité et en l'occurrence là, lui alléger la charge administrative. Donc, avec un seul clic, l'installateur, il va pouvoir scanner le QR code et dire « j'ai installé », ça va lui faire tout le certificat qui va bien, etc. Et là, au passage, on va récupérer une information qui est la position géographique de son téléphone. Et du coup, on sait où la cuve a été enterrée, puisque l'avantage de ces produits-là, c'est qu'ils ne partent pas en courant, ils ne sont pas dans des caddies, ils sont posés dans le sol, dans un trou. Et donc après, l'utilisateur final, il va pouvoir, à partir de ces données-là, récupérer tout un portail, tout un bouquet de services qui va du carnet d'entretien de son équipement, avec justement les réparations ou les contrôles réguliers, les vidanges, tout cet historique, permettre à un organe qui s'appelle le SPANC, le service public d'assainissement non collectif, dans toutes les mairies, de venir faire son contrôle. Il y a là-dedans, en scannant le QR code, il y a la possibilité, c'est live, hein, donc si vous voulez essayer, il n'y a pas de problème. Et vous avez aussi la possibilité à l'utilisateur de faire du feedback à l'industriel. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très nouveau pour les gens de la construction. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, au final, quels sont les bénéfices pour les uns et les autres? L'industriel, lui, il gagne cette connaissance de son utilisateur. Au passage, il gagne aussi quelque chose qui était, et je vais conclure, qui est indirect, c'est une meilleure gestion de son stock. Alors, j'avais une anecdote, je vais passer dessus. Et puis après, l'intermédiaire, lui, il a une facilité d'usage, donc ça va l'aider dans son action professionnelle. Et l'utilisateur final, il a un équipement qui forcément durera plus longtemps, sera mieux entretenu. Et il y a avec des tas de services qui vont l'aider sur le rappel. Alors pour conclure, vous avez
qu'est-ce que aujourd'hui je veux me mettre à faire du DPP système ou du DPP-like? Qu'est-ce que je dois faire? La priorité, c'est vraiment d'être très au clair sur ces gammes de produits parce qu'il faut être clair sur les identifications avec toute la logique que GS1 vous propose dans les identifiants entre les produits sérialisés, les produits de batch, etc., etc. Mais je pense que si vous êtes là, vous êtes à peu près au courant et vous savez faire la différence entre un GTIN et un GMN. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut que vous ayez bien sûr toute votre documentation qui soit bien faite et de façon digitalisée. Et donc, il y a une réflexion là-dessus, avec une méthode d'identification qui soit claire. Et après, vous allez faire un travail surtout d'identification sur vos produits, mettre en place ces étiquettes ou ce marquage, que ce soit directement sur la matière ou à travers une étiquette. Et puis, quelque chose qui est, pour finir, très nouveau pour vous, c'est qu'il va falloir que vous soyez au clair sur votre processus d'utilisation de produits. Une fois de plus, on n'est pas dans le fire forget, c'est comme vous allez devenir responsable, il faut savoir comment ça va être utilisé et qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, je vous remercie, désolé du temps un peu plus long. Merci Roland. Juste par respect des autres participants, je vais déjà lancer une partie questions-réponses. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et tu décomptes le temps d'aller t'amener du micro? Quentin, il va falloir courir. Bonjour et merci. Bon, ça marche? Ok. Merci pour cette présentation. GS en France, Malika Chelois. Une petite question. Je me demandais qu'est-ce que vous avez appris de la mise en place de ce cas d'usage? Est-ce que les bénéfices étaient évidents et combien de temps ça vous a pris pour mettre en place tout ça? Alors, est-ce que les bénéfices ont été évidents? Oui, on a tout de suite gagné quelque chose et les premiers bénéfices, c'est des bénéfices internes à l'industriel. Notamment sur ces gestions de produits, gestion de stock, ça l'a fait progresser. Et petit à petit, en fait, comme on s'adresse à les intermédiaires sont des, on va dire, on est comme dans le B2B, B2C, mais en restant dans le B2B. C'est-à-dire qu'en fait, on est vers un public diffus, mais spécialisé. Donc, il a fallu, il faut faire un gros travail d'explication. C'est vraiment le premier produit qui est sorti comme ça. Bon, après, derrière, ils ont une grosse motivation, c'est qu'ils ont le risque de perdre leur agrément ministériel, donc de risque de perdre leur utilisation de mise en marché. Donc, ils poussent pour ça. Et après, le déploiement chez l'industriel, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça a pris 9 mois. 9 mois pour arriver à réorganiser le flux documentaire et à structurer le marquage en chaîne de production. Question? Oui, merci. Ça fonctionne, ouais. Par rapport à, je voudrais revenir sur la boîte noire des distributeurs. Comment les insérer dans le dispositif? Comment créer de la valeur? Est-ce que certains distributeurs ne sont pas tentés de s'approprier le processus en s'accaparant les données de l'industriel et en mettant leur propre processus de lien avec l'utilisateur? Et comment eux-mêmes, ils peuvent créer de la valeur avec leurs installateurs? C'est une vraie question sur laquelle, en fait, on fait partie. On a ici, conjointement entre deux structures qui s'appellent Building Smart France et GS1, un groupe de travail, de réflexion sur la continuité numérique dans la construction. Et pour l'instant, les distributeurs sont un peu absents. On essaie de les faire revenir dans la boucle. C'est sûr que leur métier à eux, c'est d'anonymiser quelque part les produits. Par contre, derrière, ils veulent, enfin ça c'est leur intérêt, leur logique business. Hein, c'est pas que des stocks et des banques, c'est aussi des prescripteurs. Et du coup, ils gèrent leur marge par rapport à la prescription. C'est une logique business absolument implacable et c'est complètement légitime, il n'y a pas de problème. Seulement, on a un besoin de relier l'industriel au client final. Je pense que, et c'est là où je rejoins un peu ce que disait Rémi tout à l'heure, finalement, c'est que là, quand on sera beaucoup plus clair sur les injonctions réglementaires venant de l'Europe, sur savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire circuler comme information, là, je pense que le négoce sera plus enclin à participer. On a quand même quelques petits arguments qui est, j'ai combien de temps encore
2 minutes. OK. Dans ces produits-là, c'est des cuves plastiques, par exemple, qui craignent les UV. Les UV, et on va contrôler la résistance aux UV par l'ajout d'adjuvants qui ont quand même une durée de vie limitée. Ce qui fait qu'en fait, il faut contrôler le temps de mise en sol de cette cuve. Donc, il y a une coopération qui doit se faire d'un point de vue technique. Après, d'un point de vue marketing business, je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours. Vous avez peut-être entendu parler dans le monde de la construction, qui est un milieu avec beaucoup de règlements, de quelque chose qui s'appelle la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui demande à recalculer l'impact carbone de la construction telle que construite. Donc ça veut dire qu'il faut, grande nouveauté, qu'on sache exactement ce qu'on a mis sur les chantiers. Et donc là, pour le coup, ça ne peut être possible qu'avec une coopération totale de toute la chaîne. Mais bon, nous, on est là pour mettre les outils en place. Après, il faut motiver les gens. D'ailleurs, si vous êtes distributeur dans le milieu, je vous invite à nous rejoindre, ça sera top. Il y a une dernière. Bonjour, Philippe Luciani, GS1 France. J'ai une question concernant la traçabilité en amont. C'est-à-dire que donc à la construction de la cuve, donc comme vous le disiez, ça craint les UV. Et si jamais il y a des problèmes, on va dire au niveau de la production, comment est-ce qu'on peut retrouver après où tout cela a été mis? Enfin, est-ce que la traçabilité est faite? Et après, justement, par rapport après à la destruction, on va dire, du produit, savoir justement comment retraiter et avoir toutes les informations qu'il y a eu en amont, quoi. OK. Il y a clairement une césure qui s'opère au niveau du portail de l'entreprise. Quand le produit quitte physiquement le parc, le stock de l'entreprise, là, il y a quelque chose, il y a une histoire avant, une histoire après. Dans l'histoire après, là, c'est ce qu'on essaye de régler avec des solutions comme la nôtre. En histoire amont, là, c'est vraiment dans la responsabilité du travail de l'entreprise qui travaille souvent sur des processus qui sont vérifiés, contrôlés, certifiés, avec de la collecte d'informations. Et après, c'est très facile, puisque là, nous, on est sur des éléments sérialisés. Chaque cuve est connue unitairement. Excusez-moi. De relier leurs informations amont avec les informations aval. On est en train de travailler notamment chez eux sur un processus qui va être continu de bout en bout. Mais pour l'instant, on a dissocié les deux. Deuxième élément de réponse très court. Une cuve, c'est 25-30 ans en terre. Donc la question du renouvellement, du retraitement en fin de vie, elle n'est pas encore. On est plutôt sur des logiques pardon, décidément, poussées par nos amis du Luxembourg qui s'appelle le RPCDS, le Reusable Passport Datasheet. Je regarde. Voilà, Circularity Datasheet, qui permet en fait au possesseur d'un équipement de documenter pour un usage de recyclage futur. On continue après. On continue après. Voilà. Donc, on n'est pas. En fait, l'histoire, c'est le temps de recyclage. Oui. Ça dépend du temps d'usage, en fait. Et nous, sur la construction, on est sur des cycles très, très longs. Voilà. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va inviter Loïs de la Sudière, Goods ID. Ça marche? Ça marche? OK. C'est bon? Merci Diana. Bonjour, donc je suis Loïs de la Soudière, le fondateur et président de Goods ID. Je suis ravi de vous présenter notre solution de passeport digital au service de l'économie circulaire, parce que c'est un vrai carnet d'entretien digital infalsifiable. Quelques mots sur Goods ID pour voir d'où on vient. Notre ADN, c'est le luxe. On a été créé il y a 5 ans et on a développé il y a 5 ans une solution pour digitaliser, dématérialiser le certificat d'authenticité dans le monde du luxe, donc pour des montres, des diamants, des bagues. Donc, on a des clients horlogers, joailliers, on a des clients dans la seconde main du luxe, des marketplaces de joaillerie. Donc, on est déjà un petit peu dans l'économie durable et circulaire. Et puis, en fait, on n'est pas resté uniquement dans le luxe. On s'est fait appeler par Daher dans l'aéronautique, donc un constructeur de jets privés qui voulait adapter ce qu'on faisait pour les montres, un certificat digital dans lequel on enregistre les garanties, les réparations, pour l'adapter à ces jets privés. Donc, on a adapté notre solution qui est devenue un certificat de maintenance digital infalsifiable dans lequel on enregistre toute la maintenance réglementaire de l'avion. Et donc, du coup, ça nous offre de nouveaux horizons de jeux
Et donc, on va annoncer dans les semaines qui viennent des partenariats dans le domaine de la mobilité toujours, mais plus des véhicules d'occasion, donc distributeurs, réparateurs, reconditionneurs de VO. Dans le domaine des matériels IT, électroniques, reconditionnés, où il y a des besoins de traçabilité très forts, loi AGEC, etc. Et puis, dans le domaine aussi des gros électroménagers. Alors, je vais vous présenter notre solution. Qu'est-ce que c'est? On propose une solution très simple d'utilisation via nos API qui permet à un fabricant, un distributeur, un réparateur ou un reconditionneur d'émettre tout simplement un passeport numérique, de l'enregistrer dans la blockchain et de le transmettre à son client. Donc, on a vraiment une solution qui est dédiée au propriétaire, qui a été pensée pour le propriétaire du produit. Toutes les données clés, évidemment, du produit sont enregistrées dans ce passeport. Toutes les données liées à l'origine, la propriété, au standard GS1, évidemment, toutes les caractéristiques de réparabilité, etc. Ce qui est important de noter, et la force de notre produit, c'est que notre passeport digital, il est dynamique. Dynamique à l'intérieur, c'est-à-dire que tout au long de la vie du produit, on va pouvoir enregistrer des datas supplémentaires liées à des événements de la vie du produit, des réparations, des maintenances, des garanties, des transferts de propriété de manière anonyme. Et puis, il est dynamique à l'extérieur aussi, puisque ce passeport numérique va être transmissible d'un propriétaire à un autre, dans le cas d'une revente du produit. Notre passeport digital, il est enrichi aussi de services qu'on va mettre, que l'émetteur du certificat va inclure dans le passeport digital pour le bénéfice du propriétaire du produit. Donc, des services à la communication. L'émetteur va pouvoir envoyer des communications aux propriétaires successifs du bien de manière anonyme. On appelle le PRM. On a développé un petit exercice de module d'exercice de la garantie en un clic pour les produits sous garantie. Plus besoin de papier et tout. Toutes les données sont certifiées, redatées dans la blockchain. Donc, c'est très simple. On peut inclure des produits d'assurance. Pour un joaillier, on a inclus un produit d'assurance contre le vol. Donc, vous n'achetez pas une bague de fiançailles, mais vous achetez une bague de fiançailles qui est déjà assurée 2 ans contre le vol. La blockchain apporte beaucoup aussi parce que ça permet de limiter les risques de fraude. Et puis, on inclut des services de réparation, d'entretien, de maintenance. Et on parle de plus en plus avec nos partenaires pour inclure des services liés à la fin de vie du produit. Des services de reprise, de reconditionnement, de recyclage. Ce qui est intéressant parce que ça va permettre au propriétaire du produit d'être acteur de l'économie durable. Ça va être lui qui va signaler à l'émetteur du carnet que son gisement, son produit est en fin de vie et donc qu'il cherche des services pour le remplacer ou le recycler. À quoi ça ressemble? Ben voilà, ça ressemble à ça. Notre passeport digital, il y a 2 volets, spécification historique, spécification, toutes les données clés du produit. On peut rajouter à côté des documents liés au produit ou à l'émetteur, des descriptions, des notices, tout ce que vous voulez pour valoriser le produit. Il y a un volet qu'on ne voit pas là, c'est historique. On clique, on voit tout l'historique des différents événements du produit, donc les entretiens, les réparations, etc. Et tout est inscrit dans la blockchain. Donc, on donne la possibilité au propriétaire ou un tiers d'aller voir dans la blockchain et s'assurer que les événements sont bien enregistrés dans la blockchain pour mettre de la transparence totale sur le produit. Et puis à droite, vous voyez, il y a les petits boutons transférer, partager, ma garantie et d'autres. C'est les fonctionnalités pour que le propriétaire puisse jouer avec son certificat digital. Il peut le montrer à un tiers dans le cas d'une revente. Il va montrer et l'acheteur potentiel, par exemple, va pouvoir à distance voir tout l'historique du produit, les réparations, les maintenances, etc. On va pouvoir le transférer lors d'une seconde main. Et puis, il va pouvoir, si l'émetteur rajoute des services dans le passeport, il peut exercer sa garantie en un clic. Pour la maison de joaillerie, il peut déclarer voler son bien. Il peut demander une réparation, un reconditionnement, etc. Et donc, il peut vraiment jouer et utiliser son passeport digital. Les bénéfices, ils sont très forts. Pour le propriétaire du produit, plus de durabilité. C'est un outil qui permet d'allonger la durée de vie du produit. Plus de confiance, ça facilite évidemment la vente du produit sur le marché secondaire. Ça permet de valoriser son produit, évidemment. Quand on a connaissance du produit, on valorise le produit. Et puis, il peut utiliser les services que je viens de citer qui sont inclus dans le certificat digital. Pour l'émetteur, distributeur, fabricant, distributeur, reconditionneur, il rajoute de la connaissance et de la confiance, de la transparence, donc de la valeur dans le produit pour le bénéfice de son client. Plus de suivi, ça permet de suivre son client, suivre son produit, tout au long de la vie du produit, quels que soient les propriétaires, jusqu'à la fin de vie du produit, justement. Plus de revenus, parce qu'il peut offrir des services, non pas forcément à son client, mais au deuxième propriétaire du produit qui n'est pas son client. Ça, c'est fort. Donc, j'offre des services à un non-client, mais au propriétaire du produit que j'ai fabriqué ou que j'ai distribué
distribué ou que j'ai réparé. Donc, je suis le tiers de confiance. Et puis, plus de services. Pour terminer, et on sera dans les temps, voilà, pourquoi est-ce que notre passeport digital, donc notre carnet d'entretien, c'est comme ça qu'on le market, carnet d'entretien digital infalsifiable, est au service de l'économie circulaire? C'est que quand on a la connaissance du produit durable, quand on sait exactement les réparations, les maintenances, les révisions, l'entretien, la maintenance qui a été fait sur le produit, que ce soit un produit durable ou un actif immobilier ou quoi que ce soit, eh ben, on a une meilleure connaissance du produit, on rajoute de la confiance dans le produit, on le revalorise tout au long de sa vie, et c'est un outil, ce carnet d'entretien digital, qui permet d'allonger la durée de vie du produit. Et enfin, grâce au service qu'on met lié à la fin de vie du produit, bah, la boucle est bouclée et on va permettre donc à l'émetteur de suivre son produit jusqu'à son recyclage. Est-ce qu'il y a une question? Merci. Est-ce que on a besoin d'une application? Est-ce que le consommateur a une application qui est téléchargée pour pouvoir bénéficier de toutes ces fonctionnalités? Alors, très bonne question. Le choix qu'on a fait, Good Idea, c'est de ne pas faire d'application. Donc, c'est uniquement des interfaces web. Voilà. Donc, des interfaces web pour l'émetteur. Il a un back-office, il peut créer ses certificats, les transmettre. Pour des intermédiaires, parce qu'on l'a imaginé comme ça quand on était dans le luxe, donc pour soit des intermédiaires, des boutiques en propre, etc., qui juste reçoivent le certificat et le transmettent au client. Et puis une interface finale, qu'on peut voir sur son desktop ou sur son mobile, évidemment, smartphone, une interface où il reçoit son certificat digital. La deuxième question concerne le modèle économique. Est-ce qu'on peut l'appliquer à des biens de consommation avec moins de valeur que le luxe ou... Alors, on est sorti, on n'est pas que dans le luxe. Maintenant, on est aussi dans les biens durables, hors luxe. Ce qui est important, c'est la durabilité du produit. Si c'est un produit consommable, on a cherché le vin, etc. Alors, sauf le vin hyper premium, des bouteilles de collection, etc., où ça irait bien. Mais si vous achetez votre bouteille, vous la buvez ce soir, la traçabilité ne sert strictement à rien. Donc, tout ce qui est consommable, c'est compliqué pour notre solution. Et les biens de valeur inférieure, ça dépend vraiment du use case. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle à des prospects qui ont des biens effectivement plus grand public. Et il faut vraiment qu'il y ait un use case important et des bénéfices pour soit l'émetteur, soit le propriétaire. Donc, c'est un peu au cas par cas. Question suivante. Oui. Autre question. Comment est-ce que vous garantissez l'infalsifiabilité du lien entre votre passeport et le produit auquel il est rattaché? Oui. Dans 95 ou 99% du temps, vous avez compris que le passeport digital, c'est un set de data. Hein, nous, on a un business de données. Dans 95% du temps, on s'adresse qu'à des produits où il y a un numéro unique sérialisé sur le produit, qui est écrit sur le produit. Des montres, des sacs, des diamants, un avion, il y a un IMAT, une voiture, etc. Même des produits, machines à laver, etc. Donc, dans 99% des cas, c'est cette data-là qui fait évidemment le lien, forcément. Il y a d'autres cas, pour des montres, il y a d'autres cas où ce n'est pas forcément obligatoire. Je vous donne un exemple. On travaille avec une maison de meubles de luxe qui font des meubles quasiment uniques. Voilà. Ça dépend, encore une fois, ça dépend du use case. Si on a toutes les caractéristiques du meuble qui est unique, donc les dimensions, des photos, le matériau, on sait d'où ça vient, etc., ça peut suffire. Pourquoi? Parce que le use case, ce n'est pas de lutter contre la contrefaçon. Si je suis contrefacteur, c'est compliqué de refaire une copie parfaite d'un meuble unique. C'est compliqué. Mais si en plus je la fais, parce que je suis fort, j'essaye de vous le vendre, mais je n'ai pas le certificat digital émis par la maison. Donc, de toute manière, si je ne l'ai pas, c'est un faux. Voilà. Donc, ça dépend du use case. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Oui. Alors déjà, moi je trouve ça génial. C'est vraiment quelque chose de bien. Enfin, toutes les solutions, je les trouve géniales, puisque jusqu'à présent, avec l'économie circulaire, on faisait tout pour pas nous donner des infos. Donc toutes ces initiatives, encore une fois, vous me prenez pas. Nous, on le voit d'un œil hyper positif, parce qu'on est tout au bout de la chaîne. Ouais. Ma première question, c'est, je ne vais même pas parler d'EasyCash, je vais dans un vide-grenier. Je scanne quoi pour avoir accès à ça? Comment vous avez imaginé que l'utilisateur puisse avoir accès à cette information? Alors, c'est une solution B2B aussi.
Nous, on ne laisse pas l'individu, comment dirais-je, le particulier créer son certificat digital. Non, mais y accéder à ces infos. Comment il Pardon accède à ces informations pour savoir qui... OK. Est-ce que c'est par un QR code augmenté GS1 par hasard? Ouais, Alors, je ne connais aucun magasin dans un vide-grenier qui a un QR code dessus. Je ne parle même pas d'EasyCash. Hein. C'est vraiment une vraie question de comment on identifie dans un système d'information un produit sur lequel... Aujourd'hui, notre solution a été imaginée sans QR code pour ne pas partager l'information. C'est le fabricant ou le distributeur qui transmet directement le set de data, le passeport au premier client, qui le transfère au deuxième, etc. Donc, il n'y a pas besoin de QR code. Ça, c'est pour une preuve de propriété. Par contre, il y a des use cases, on en a vu et on en voit, où donc aujourd'hui, nous, on n'utilise pas de QR code parce que c'est uniquement de la data qui est sécurisée dans la blockchain et qui passe de propriétaire en propriétaire avec les réparateurs qui peuvent rajouter des informations. Par contre, demain, c'est très simple de mettre en place un QR code augmenté. On parle d'ailleurs avec un de nos prospects là-dessus pour que n'importe qui, effectivement, puisse scanner et avoir accès à l'information qu'on autorise, qui est publique. Une partie du passeport digital pourrait être publique et lue via un QR code. C'est très simple. Je reformule pour être sûr d'avoir compris. Vous allez demander au fabricant d'imprimer de manière physique sur tous les produits un QR code qu'on puisse l'utiliser. Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le fabricant ou le distributeur émet son set de data, émet son passeport digital, l'enregistre dans la blockchain et le transfère à son client. Aujourd'hui, il n'y a pas de QR code. Mais demain, on pourrait très bien en mettre un, en rajouter, pour rajouter cette fonction de faire lire, rendre public des datas à n'importe qui. Je poserai plus de questions tout à l'heure, je pense. Et j'ai une deuxième question, parce qu'encore une fois, toutes ces solutions sont géniales et on voit bien qu'il y a de l'innovation. Ouais. Nous, encore une fois, on est utilisateur final. Je ne vais pas développer 18 000 API pour tous les services qui vont proposer ça. Donc, il va falloir peut-être que vous arriviez à créer un modèle unique d'API pour que tout le monde puisse enregistrer sur une API unique des informations sur les blockchains différentes et variées. Parce que si demain, vous êtes 6 solutions que vous nous présentez à vous lancer, l'utilisateur final qui va vouloir participer à cet effort de guerre, entre guillemets, il va falloir vraiment penser à lui. Donc là, c'est plutôt une remarque. Pensez à bien prévoir des API ouvertes, peut-être avec un modèle open source sur cette partie-là uniquement, de manière à ce que vraiment ça soit dans l'économie circulaire et non pas c'est ma solution, si tu ne l'utilises pas, tu n'y as pas le droit. Et là, on n'est pas du tout, à mon avis, dans l'optique du projet. C'était juste une petite remarque, mais encore une fois, ne vous méprenez pas dans mes propos, je trouve ça génial. C'est juste plutôt des alertes mais j'entends sur finalement les utilisateurs finaux que nous représentons. Et voilà. J'entends bien. Aujourd'hui, on n'est pas open source, on a notre propre solution qu'on propose. Par contre, elle est ouverte parce qu'on permet à un tiers, un réparateur par exemple, d'écrire très facilement et d'enrichir le passeport digital d'un propriétaire. C'est de la gestion de droit, c'est le propriétaire qui donne le droit au réparateur du pont d'écrire et d'actualiser son passeport digital. Donc ça c'est tout à fait possible. C'est des interfaces web et donc nous, on a la solution qui leur permet d'actualiser le passeport numérique et de l'enregistrer dans la blockchain. Alors, j'ai vu qu'il y a une autre question, mais on va respecter le timing. Pendant la pause café, je me chargerai de vous mettre en relation, avec plaisir. Loïse, avec Stéphane. Mais maintenant, on passe. Merci beaucoup, Loïse. Maintenant, on passe la parole à Fairly Made, Leila Imeno. Bienvenue. Ce n'est pas la première fois que tu es chez GS1, mais c'est ton premier workshop. Bienvenue. Alors, je démarre. Super. Allez, go. Est-ce qu'il fonctionne bien? Merci Diana pour la parole et merci Philippe tout à l'heure pour l'introduction. Donc, je me permets de vous présenter Leila Gimeno de chez Fairly Made. Je suis responsable vraiment analyse, traçabilité et mesure d'impact chez Fairly Made avec une petite casquette législation. Donc, pour vous représenter rapidement qui nous sommes, Fairly Made, donc on existe depuis 5 ans. On est une entreprise à mission et notre raison d'être serait vraiment d'améliorer l'impact social et environnemental des chaînes textiles et cuir. Donc pour cela, on va mettre à disposition des marques une plateforme SaaS sur laquelle elles vont pouvoir venir mesurer tout l'impact environnemental de leurs produits.
selon 3 piliers. Donc, on va déjà réaliser en interne la traçabilité de toute leur supply chain. Donc, on va aller au contact de leurs fournisseurs pour vraiment collecter les différentes informations de où sont faits leurs produits. On va ensuite, grâce à cette collecte, pouvoir faire une mesure d'impact. Donc, on a différents indicateurs, mais notamment, on réalise des ACV isonormés sur leurs produits textiles. Et ensuite, ça va vraiment leur permettre d'avoir une première photographie de leurs impacts et piloter une stratégie ou de l'éco-conception par la suite. Et ensuite, on va leur mettre à disposition des widgets, des QR codes ou des URL pour donner vraiment de l'information vulgarisée à la cible, qui est un peu la cible de toutes ces régulations, qui est le consommateur final. Donc, les avantages de notre plateforme aujourd'hui, ça va être vraiment qu'on est un expert industriel textile. Donc, on a vraiment connaissance des supply chains, mais aussi vraiment de la culture fournisseur. On vient tous à peu près des métiers de la mode chez Fairly Made et on est vraiment un écosystème d'une 60aine de partenaires. Donc, vraiment, on travaille avec des marques de petite ou grosse taille qui vont vraiment nous faire confiance sur la totalité de leur collection. Donc, on est vraiment une solution déjà scalable qui ont potentiellement des rythmes de collection soutenus et des stratégies RSE liées derrière complètement différentes. On va avoir dans nos bases de données déjà plus de 7000 fournisseurs identifiés et on va être très actif. Donc, on va être une partie prenante au milieu de marques, suppliers, vraiment aussi des outils comme leur PLM, leurs ERP, leur PIM et aussi membres d'écosystèmes, donc les fédérations professionnelles et membres actifs de groupes. Donc, on a pu participer aux supporting studies du PEF pour vraiment standardiser la méthodologie d'ACV dans le textile. Donc ici à gauche, vous allez pouvoir scanner un QR code. Je suis peut-être devant ici. Pour voir aujourd'hui ce qu'on propose du coup avec nos clients. Donc c'est vraiment ce qu'on vend actuellement. Donc ça va permettre aux consommateurs qui scannent soit sur le produit en physique ou sur le e-commerce d'avoir des informations déjà réglementaires. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les exigences AGEC, mais aussi aller plus loin, donc une totale traçabilité de leur chaîne et ensuite des impacts vulgarisés. Et la marque a aussi des endroits pour pouvoir promouvoir tout ce qui est circularité. Si elle a des sites de seconde main, comme on va pouvoir voir sur les derniers écrans, ça va vraiment lui permettre aussi de mettre en avant sa stratégie. Autre avantage de notre solution, c'est qu'on va être un outil à double force. Donc, on va vraiment être une solution de collecte qui va être directement liée à notre outil d'agrégation des résultats. Donc, ce qui nous permet de aussi être agile et de pouvoir mettre à jour nos formulaires et pouvoir adapter toutes les nouvelles régulations qui pourraient arriver. On va avoir déjà des rôles d'utilisateurs très différents. Donc, on a une plateforme B2B dans laquelle les clients ont une granularité beaucoup plus fine d'informations. On va avoir une plateforme dédiée vraiment aux fournisseurs qui est adaptée à un langage technique, textile, dans lequel ils vont pouvoir vraiment faire de la collecte simplifiée. Et ensuite, vraiment la partie fiche client, qui est de l'agrégation de résultats de manière simple et tangible. Donc, par la suite, ça nous tient aussi à cœur chez Fairly Made, donc tout ce qui est standardisation. On a beaucoup de travail en interne ou avec des experts comme les comités de filière sur lesquels on travaille vraiment à l'uniformisation des langages. Donc, on travaille aussi avec GS1 sur l'intégration du GLN et du GTIN pour nos différentes bases de données. Et on va ensuite être déjà connecté avec nos clients par API pour venir chercher chez eux directement la donnée nécessaire à faire ce travail de collecte et après d'analyse ACV ou autre. Et ensuite, directement, de pouvoir leur retransmettre toutes les informations dans aussi leur PIM afin qu'ils puissent l'utiliser soit pour faire de l'affichage e-commerce ou ensuite transmettre vraiment en interne. Donc pour conclure, pourquoi on veut faire partie d'un écosystème d'intérêt sur le Digital Product Passport? Donc c'est déjà pour vraiment être dans un espace de collaboration, donc être actif dans un projet européen, mais aussi vraiment qu'on soit tous alignés, qu'on parle tous le même langage. Ça va être aussi de renforcer toujours notre mission. Donc elle nous tient à cœur et on veut vraiment que tout ce qu'on met en place suive et soit dans ce sens de cette mission. On veut aussi être le porte-parole de plus de 60 marques qui nous font confiance aujourd'hui et sur lequel on veut pousser leur voix et leur retransmettre, leur faire redescendre de l'information. Et ça serait pour nous une chance de participer à grande échelle à un test sur les filières textiles et cuir. Merci. Est-ce que vous avez des questions?
Merci beaucoup, Leïla. Et moi, j'ai une première question et je me permets de la poser tout de suite, puisque je suis là. Alors, moi, j'adore la solution, j'adore votre approche. Et je me posais la question si dans l'ADN de Fairly Made, vous souhaitez, enfin, vu que vous êtes aussi expert textile et ACV, vous souhaitez rester dans la filière purement textile ou vous êtes ouvert à d'autres secteurs et pourquoi pas dans la filière textile professionnelle. Et je regarde Vianney et d'autres personnes à la salle qui sont expertes, David au fond, qui sont experts dans cette filière textile mais professionnelle. Quelles sont les perspectives? Alors, je vais être un peu mal placée parce que je ne suis pas CEO ou de l'entreprise. Mais en tout cas, quand je dis filière textile, ce n'est pas forcément vraiment ce qui est vendu au consommateur final. On est vraiment expert même sur les EPI, sur les autres, sur les autres types de textiles. Donc, sur ça, la traçabilité, ça serait la même chose. Après, c'est comment on aborde la partie consommateur et comment on vulgarise aussi peut-être ces informations pour plus des aspects plus techniques. Sur ça, j'aurais pas toutes les réponses parce que malheureusement. En tout cas, ça serait génial de pouvoir l'étendre aussi à d'autres secteurs parce que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour Leïla, merci pour la présentation. Théo Moroni de chez Refashion. J'avais une question notamment par rapport à notre secteur, le secteur du textile, où on est conscient justement du manque de traçabilité, de la difficulté de faire remonter les informations des différents fournisseurs. Vous aviez parlé d'une plateforme fournisseur. Comment est-ce que vous arrivez de manière concrète à justement les impliquer dans ce projet et à arriver à faire remonter les informations? Donc, effectivement, on va avoir plusieurs stratégies au niveau des fournisseurs parce qu'ils peuvent se sentir déconcernés au fur et à mesure des filières. Donc, déjà, de leur créer une plateforme qui leur était dédiée, c'était un vrai plus parce qu'en fait, ils se sentent partie prenante et impliqués. On ne leur fait pas que des questionnaires qui les embêtent. Et donc, c'était vraiment leur donner du poids et aussi qu'ils puissent s'y retrouver dans toutes ces demandes. Donc, nous, on a vraiment mis l'accent sur les aider à remplir dans des outils, pas forcément des Excel, donc des questionnaires ergonomiques. On va aussi leur permettre de pré-remplir plein d'informations et de réutiliser de la donnée qu'ils auraient déjà collectée ou déjà donnée. On va mutualiser en fonction des marques. Donc, en fait, un fournisseur identifié chez nous va pouvoir répondre à des formulaires de clients différents, ce qui permet de toujours capitaliser sur tout ce qu'il a rempli pour vraiment leur faciliter parce que ce n'est pas leur cœur de métier et ils prennent du temps, ils sortent des prods et ils perdent de l'argent, entre guillemets, en rendant tous ces formulaires. Donc, on a vraiment à cœur de les aider déjà pour ça. Et donc, en faisant tous ces efforts, on voit qu'ils y sont sensibles et ils commencent de mieux en mieux à répondre. Et après, c'est vraiment un travail itératif. Donc, la première fois, peut-être qu'ils ne répondent pas, mais au fur et à mesure, et avec l'augmentation des demandes aussi, on sent une pression sur les fournisseurs qui les fait de plus en plus répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est répondu, merci beaucoup. Merci. Encore une autre question? 2 questions dans la salle, Claire? Oui, Claire, donc de chez Lacoste. Une question sur la sérialisation des produits, parce que là, j'imagine que vous parlez à l'ordre de fabrication et non pas à la pièce. Est-ce que vous avez envisagé cette solution et où vous allez quand vous alliez y arriver? Exactement. Du coup, on travaille bien au PO. On peut redescendre vraiment jusqu'à l'ordre de fabrication. Ensuite, sur ce qui est vraiment redescendre à l'item, c'est tout le travail aussi qu'on regarde avec le GTIN et les QR codes augmentés, SGTIN, oui, pour vraiment essayer de redescendre. Et comme on est vraiment chaîne amont, voir comment on s'interface avec potentiellement les chaînes de traçabilité après la vente du client. Donc là, je n'ai pas non plus trop de réponses à vous donner. Oui, exactement. On va une dernière question au fond. C'est bon? C'était la même question. Très bien. Alors, est-ce qu'on passe rapidement à notre dernier... D'accord. Très bien. Oui, mais excusez-moi, mais je trouve ça génial. Vous avez raison. Vous avez employé quel mot tout à l'heure? Vous êtes émerveillé, c'est ça que vous avez dit? Par la tech qu'il y a derrière. Très bien. Il y a forcément une fédération des industriels du textile quelque part. Vous discutez avec eux, vous, personnellement? Exactement. Vous avez le comité de filière. Plusieurs représentés. OK. Et alors,
de quelle manière vous voyez, dans ces cas-là, c'est à vous que je pose la question, de quelle manière vous voyez la convergence de ces sujets en tant qu'industriel, hein, je ne parle pas en tant que consommateur. Au comité de filière Modélux, en fait, on a monté des pilotes pour tester les différentes solutions. Donc, Ferlimètre a été une des solutions qui a été testée. Il y en a eu différentes avec des entreprises. Et chacune a testé, a regardé. Et on essaye de trouver des justes milieux et de voir. Pour l'instant, c'est... On peut parler des ressorts, s'il vous plaît? Non, on les teste. En tout cas, c'était trouver une harmonisation. Les standardisations est là pour aider. Exactement. Je me permets. Si ce n'est les travaux qui peuvent être faits dans les fédérations et qui, eux, peuvent être remontés aux instances nationales et internationales, notamment par le biais de la normalisation. Je me permets d'apporter une partie de la réponse aussi. Refashion, en tant qu'éco-organisme, travaille sur ces questions et ce qu'a présenté Leïla, elle a parlé du PEFCR, qui est du coup le texte de loi européen pour arriver à normaliser, grosso modo, toute l'analyse de cycle de vie d'un vêtement. Donc, c'est ce genre de textes qui vont arriver aussi à permettre une harmonisation et une coalition, d'une certaine manière, si je peux utiliser ce terme, au niveau de l'industrie et d'arriver à faire partager les solutions. Et dans le SPR, effectivement. Bon, merci. Merci Leïla encore. Pardon. Sans plus tarder, j'invite Zbigniew Sagan de la société Advanced Track and Trace, un GS, un partenaire historique, oui, n'est-ce pas? Depuis très longtemps, oui, tout à fait. Non. Je démarre le chrono, on respecte le timing. 1, 2, go. Zbigniew Sagan, donc je suis un des fondateurs de la société Advanced Track and Trace. Donc, comme le nom anglais et mon accent polonais l'indique, c'est une société 100% française. Et je participe depuis de nombreuses années dans des travaux de normalisation au niveau français, au niveau international, à l'échelle de l'Europe et ISO, donc et mondial. Et j'anime effectivement en France le groupe d'experts AFNOR lié à l'anti-contrefaçon. La société a été créée il y a déjà une vingtaine d'années, en 2003. Et depuis, nous avons travaillé et nous avons élaboré une solution anti-contrefaçon basée, ancrée exclusivement dans le domaine numérique, mais qui est capable d'authentifier des objets physiques et des documents. Et pour ce produit phare qui s'appelle Sylvector, nous avons à peu près 200 brevets qui ont été créés depuis donc une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de collaborateurs. On couvre la totalité de la chaîne à partir de conception du produit, fabrication, la distribution, et contrôle sur les terrains, et en terminant par fournir des tableaux de bord qui, à l'instantané, donnent à nos clients une possibilité d'évaluer, de voir ce qui se passe avec leurs produits au niveau mondial. Je vais vous présenter ce que nous avons proposé et fait il n'y a pas très longtemps à un de nos clients, Pékinier. Pékinier, c'est une dernière et unique manufacture horlogère française. Donc, c'est une société qui conçoit, qui produit par eux-mêmes des mouvements, des montres de luxe. La solution, en fait, tout à fait classique, où on va créer le Digital Passport dès la conception du produit, où on va décider où et comment, en cours du process de fabrication, nous allons intégrer des attributs qui vont entrer dans le passeport produit numérique. Évidemment, ensuite, on va pouvoir mettre dans ce passeport tout ce qui se passe avec les produits sur les marchés, donc les transferts de propriété, vérification d'appartenance, la gestion de maintenance,
Et on va terminer par décommissionnement du produit, donc le recyclage si nécessaire, et qui va être fini aussi par la destruction du passeport. C'est un très mauvais exemple, comme vous pouvez vous imaginer, compte tenu du fait que les montres de luxe, ça ne se recycle pas très, très souvent. Et je ne sais pas si vous savez, mais la plus vieille montre en état de marche, c'est quelque chose comme 1510. Donc, évidemment, nous ne souhaitons pas à notre client de détruire son passeport et son produit très rapidement. C'est une évidence. Donc, maintenant, les contenus est tout à fait classique. Donc, encore une fois, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, les législateurs ne disent surtout pas ce qui doit être les contenus et avec quelle granularité du passeport numérique. Et cette chose-là sera décidée secteur par secteur, voire produit par produit, parce que, évidemment, les contenus doivent être adéquats par rapport à la valeur des données ou la signification des données qui vont entrer dans les passeports. Et donc, vous pouvez voir tout simplement ici des actions que nous avons intégrées pour Pékinier dans le cadre de ce produit qui existe. Et nous sommes concentrés, tout en étant conscients justement des exigences du législateur, et sur les cadres d'interopérabilité que nous avons liés à ce passeport-là. Donc, avant tout, nous avons besoin d'une unique identification. Pour ce client, qui est le client de GS1, nous avons naturellement utilisé les GTIN et les numéros de série qui est attaché à chaque montre. Et donc, le système, il est ancré sur ce numéro unique lié aux GTIN et les numéros de série. Par contre, nous avons pris soin également de protéger les contenus et les codes qui seront lus en tant que passeport numérique et en intégrant la signature électronique via un système qui s'appelle VDS, Visible Digital Seal, et qui va nous garantir que des données qu'on va lire dans les codes sont intègres, mais pas seulement parce que nous avons encore un autre problème à résoudre, ce que vous allez voir un peu plus loin. Interopérabilité, les mots clés, donc évidemment, ce que nous avons appliqué sur une montre de luxe devra être interopérable avec d'autres produits. Et le système que nous avons choisi, il est compatible avec la lecture, entre autres avec du code que nous avons sur la nouvelle carte d'identité. Et c'est un travail qui a été fait conjointement avec les ministères de l'Intérieur et ANTS. Les billets de banque, je vous les montre, si j'ai le temps, je vais les expliquer pour quelles raisons. Et effectivement, il y a un code équivalent à code unitaire aussi sur les billets de banque, c'est notre client depuis 2008. Donc maintenant, la chose, en guise de conclusion, la chose la plus importante qui nous paraît, c'est la sécurité de lecture, sécurité de celui qui va lire les codes. Comme vous savez, de manière massive, il y a une explosion de lecture de QR code. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence que la lecture du code avec votre appareil photo vous met en situation d'insécurité parce qu'aujourd'hui, on observe depuis 2 ans une explosion de fraude liée au spoofing de QR code. Et donc, dans la solution Pékinier, nous avons utilisé le système VDS qui fait en sorte que le code, c'est lui qui vous met en sécurité si vous le lisez avec un appareil photo. Voilà, vous allez, on ne sait pas trop où parce que les contenus, vous ne les maîtrisez pas. Le code, il peut être remplacé sur les vrais produits. Mais le même code, lu avec l'application maîtrisée, l'application de confiance qui est certifiée en France par le ministère de l'Intérieur, va vous guider et va vous donner la sécurité du scan, va vous guider sur les vrais produits. Et voilà. Donc, c'est terminé. Je vais ajouter quand même quelque chose. Maintenant, compte tenu du fait que rien n'est décidé aujourd'hui par rapport au contenu du passeport numérique, je vous invite vraiment, vous, industriels, à participer dans des travaux de normalisation dans le cadre du Sénélec, comme ça a été dit par GS1. Très, très important. Merci beaucoup. Ça, c'est super important. Est-ce que... Alors, je redémarre le chronomètre et j'invite à la salle à poser des questions. Pas de questions dans la salle. Aïe. Merci Rémi. Aïe.
Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Et tout à l'heure, on a eu un peu votre concurrent, si j'ai bien compris, monsieur qui est en face de moi. Il a proposé à peu près la même. Excusez-moi, je ne vous entends pas. J'ai l'impression que monsieur, tout à l'heure, proposait à peu près la même chose. À peu près. Non, vous n'utilisez pas le QR code, mais bon, ce qu'il y a derrière ressemblait. Vous ne parlez pas de durabilité des produits. Pourquoi? La durabilité du produit, c'est quelque chose... Ça n'est pas un argument. C'est ça pourquoi vous n'utilisez pas cet argument-là? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore décidé. Et comme je l'ai mentionné, la décision par rapport à la durabilité et tous les attributs qui devront se trouver dans les passeports numériques est propre à chaque produit, voire chaque industrie. Et donc, c'est ça qui sera discuté par les experts en cours de travaux sur des normes harmonisées SEN-SENELEC. Et c'est la raison pour laquelle vous, en tant qu'industriel, vous avez vraiment intérêt à y participer parce que vous êtes le seul à connaître votre problématique à vous. Donc, vous êtes le seul à veiller à ce que dans les textes, dans des normes, il ne se trouve pas quelque chose qui vous mettrait en difficulté. Tu parles à une bonne personne parce que Non, merci beaucoup, parce que c'est la réponse que j'aurais faite. C'est bien à l'industriel de parler de ça et pas à celui qui vend la solution. Tout à fait, oui. Encore des questions? Il y a une question au fond de la salle. Vous savez, on reste ici pour les différentes pauses. Vous pouvez aussi poser des questions pendant les pauses. Oui, je vais essayer de faire vite là. Oui, bonjour Erwin. Je voulais simplement, c'est un point qui, dans pas mal d'interventions qu'on a vues ce matin, il y avait la question des RGPD. Là, comme c'est cadré aussi par le gouvernement de ce que j'ai vu, il y a cette question-là. Il y a la question de du piratage des codes. Quelle est la responsabilité ou comment s'organise la responsabilité de l'entreprise par rapport à ça? Puisque si c'est piraté, est-ce que ça revient? Enfin, quel est le point sur le RGPD autour de cela? Oui, donc RGPD, dans la solution que nous avons mis en place, est naturellement prise en compte dans la mesure où cette solution, qui est basée sur des standards GS1 et des standards ISO, respecte les règlements EIDAS et RGPD. Donc, évidemment, RGPD, ça ne concerne pas exclusivement la personne physique, mais aussi la personne morale. Mais encore une fois, selon les contextes du DPP, c'est quelque chose qui soit sera imposé par les législateurs, soit ce sera un libre choix de l'industriel, mais évidemment dans les cadres légaux bien définis. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, c'est imposé aussi par nature d'avoir cette application intermédiaire qui sécurise le QR code? Oui, tout à fait. Alors maintenant, les côtés cybersécurité, c'est quelque chose que nous avons résolu dans la solution que vous avez vue. Donc effectivement, quand vous utilisez le même lecteur qui est un lecteur de tiers de confiance et qui n'est pas dédié même à l'environnement DPP, c'est le même lecteur qui va vous lire en toute sécurité les codes sur votre carte d'identité. C'est le même lecteur qui va lire les codes qui commencent par GS1 Digital Link, suivi par la sécurisation via la signature électronique. Et encore une fois, tout basé sur les standards GS1 et ISO. Roland? Courte. Hein. Mais je voudrais, bonjour. Je voudrais juste revenir sur ce qui était écrit tout à l'heure, la QR code spoofing. On est d'accord que le QR code spoofing, c'est le risque d'avoir un QR code qui n'est pas le QR code du producteur initial, qui est rajouté sur le produit. Style, je suis dans la rue, j'ai une affiche avec un QR code pour réserver des places et en fait, on m'a mis autre chose dessus. C'est bien ça, en fait. Donc, du coup, la question, c'est tout autant la question du marquage, la qualité du marquage et le lien intrinsèque du marquage avec l'objet marqué. Il est là l'enjeu. Après, derrière, tout le reste, c'est une question de patcher cette problématique-là. Non? Et oui, tout à fait. Maintenant, il faut dire que moi, en tant que fabricant, je peux sécuriser à mort mon QR code augmenté, il n'y a pas de problème. Mais moi, contrefacteur, je suis libre et je peux faire tout ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, je vais coller par-dessus de QR code légitime un QR code malicieux qui va mener les consommateurs sur un site malicieux. Et c'est ça le problème. C'est la fraude par substitution. Ce n'est pas la seule configuration
qui fait cette surface d'attaque via QR code, mais c'est ce qu'on observe le plus souvent. Donc, effectivement, on est d'accord que la responsabilité de l'industriel, de la marque, elle est quasiment nulle. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de AFNOR, dans le cadre des travaux que nous menons conjointement avec le ministère de l'Intérieur, on essaye d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces problèmes, parce qu'effectivement, oui, au moins, il faut communiquer, et en communiquant, dire que oui, il y a une solution qui peut vous mettre à l'abri en utilisant ce lecteur d'un tiers de confiance. Maintenant, des points de vue marketing, évidemment, la chose, elle est très, très compliquée, parce que jusqu'à présent, aucun client ne souhaite pas avoir un code hyper sécurisé qui ne serait pas interprétable avec un simple appareil photo. Et ça, c'est un problème. Donc, la solution que je vous ai montrée, elle est un petit peu hybride. Si vous voulez prendre les risques et utiliser votre appareil photo, vous allez pouvoir lire ce code à toute transparence. Par contre, si vous êtes conscient qu'il y a un risque lié à l'utilisation de l'application qui se trouve nativement sur votre téléphone, vous allez aller sur le site de l'ANTS, au ministère de l'Intérieur, vous allez télécharger une application qui est justement ce quelque chose qui assure interopérabilité dans le cadre, pas uniquement du règlement DPP, mais en général. Donc, il s'est fait que naturellement, ce référentiel cybersécurité et cette possibilité de proposer un cadre universel d'interopérabilité sécurisée, nous avons introduit avec d'autres experts français et allemands dans le cadre de travaux de normalisation Sensenelec. Merci beaucoup, Claire. Je suis désolée, mais pendant la pause. Merci beaucoup. Je me chargerai de vous connecter tous les deux. Encore merci à grand bravo aux 6 offreurs de solutions. Encore applaudissez-vous parce que c'était très bien. Maintenant, je vous invite tous maintenant à flasher ce QR code qui n'est pas du tout sécurisé ni augmenté, mais qui va nous permettre de faire un feedback sur ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Déjà, on va avoir une première pause café qui va être assez raccourcie pour pouvoir tenir le timing des ateliers. Et encore un grand merci à vous tous pour vos présentations, pour vos questions, et prenons le temps de prendre un café.